Bonjour à tous. Merci de votre présence par cet après-midi, qui n'est d'ailleurs pas un si bel après-midi que ça, pour cette séance consacrée au film de Roman Polanski sur Alfred Dreyfus. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons à la fois, grâce à Philippe Auriol, que je crois on ne présente plus, puisqu'il est l'un des deux commissaires avec Isabelle Kahn de l'exposition, qu'il est par ailleurs directeur scientifique du musée Dreyfus dans la maison Zola à Médan, que je vous invite d'ailleurs vivement à aller voir. C'est un lieu tout à fait extraordinaire. Je pense que tu seras d'accord, Philippe. À la fois pour Dreyfus et pour Zola, et pour l'endroit, et pour l'architecture. L'idée aujourd'hui, c'était de montrer ce film de Roman Polanski, qui est un film, à mon sens, tout à fait réussi du point de vue de la reconstitution des décors, du contexte historique, des costumes notamment, mais qui en revanche, on l'a beaucoup dit dans l'exposition, et vous l'avez peut-être lu, entretient cette image en quelque sorte archaïque de Dreyfus, dont nous avons hérité d'un certain nombre de Dreyfusards malheureusement, et que l'exposition s'efforce vraiment, et elle y réussit, de corriger. Et donc pour en parler, Philippe est là à la fois parce qu'il est le commissaire de l'exposition, mais aussi parce qu'il est l'auteur d'un ouvrage sur Picard, intitulé Le faux ami du capitaine Dreyfus, paru chez Grasset il y a 2009, c'est ça ? 19, pardon. Donc c'est relativement récent. Je pense qu'on d'ailleurs on le trouve à la librairie. Et qui précisément vient contredire cette image assez valorisante que Polanski a donnée pour un certain nombre de raisons, sur lesquelles d'ailleurs Philippe Auriol sera beaucoup plus précis que je ne et savant que je ne saurais l'être. Je vous rappelle aussi que Philippe Auriol et Vincent Duclerc ont été les éditeurs aux belles lettres des œuvres complètes d'Alfred Dreyfus, qui sont sorties cet hiver, et que d'une certaine manière l'exposition accompagne. Et c'est, je dois dire, une certaine fierté pour le musée de pouvoir accompagner cette entreprise éditoriale vraiment admirable. Et puis évidemment, il est l'auteur d'une monumentale histoire de l'affaire Dreyfus, toujours aux belles lettres, si ma mémoire est bonne. Je te laisse la parole, cher Philippe. Bonjour. On va couper en deux, on va faire quelque chose d'un peu curieux, c'est qu'on va commencer un peu, mais assez rapidement, parce que je pense que ça peut être tout à fait intéressant et profitable de connaître un peu l'histoire de ce film. Et aussi peut-être donner quelques informations qui vont prendre énormément de sens quand on va voir le film et qui nous permettront de discuter par la suite. Là, je vous présente ce très beau papier peint façon toile de Jouy que vous pouvez voir au musée Dreyfus chez Zola, qui a été fait par une de mes étudiantes absolument géniale. Et voilà, j'adore cette chose, donc je la montre tout le temps. Donc là, aujourd'hui, on va voir ce film de Polanski qui s'appelle J'accuse, et qui a un parti pris tout à fait intéressant, et sans spoiler, comme on dit, qui a un parti pris tout à fait intéressant, puisque l'idée, c'est pas de raconter l'affaire Dreyfus, mais de prendre un angle original, et qui sera de voir l'affaire Dreyfus finalement de l'intérieur, en tout cas du côté de l'état-major, à travers le personnage de Picard. C'est un angle qui est tout à fait intéressant, et c'est un angle déjà, si vous vous intéressez à cette forme tout à fait passionnante qu'est la BD, que vous avez pu découvrir si vous avez lu cette bande dessinée. Sinon, lisez-la parce qu'elle est vraiment absolument remarquable, de Calvez et Duval, et qui raconte l'affaire Dreyfus dans cette série qui s'appelle L'homme de l'année, donc il y a une année à chaque fois, à travers le personnage d'Esterhazy. Et c'est un autre moyen, en fait, d'entrer dans l'affaire qui est vraiment tout à fait intéressant. Là, ici, celui qui va nous intéresser, c'est Picard, que vous reconnaissez ici sur ces photos de cabinet tout à fait magnifiques. Et donc, bien évidemment, dans le film, on va voir dérouler comme ça et se présenter un certain nombre de personnages, alors qui seront naturellement essentiellement des personnages militaires. Et je trouvais intéressant qu'on les voit à travers ces photos de cabinet avant de commencer, parce que vous allez voir, et je reviendrai dessus tout à l'heure, il y a eu un effort assez phénoménal, je trouve, de la part de Polanski pour essayer de trouver des comédiens qui étaient des comédiens dont la ressemblance avec les acteurs de l'époque est frappante. Et c'est vraiment passionnant parce que ça dit beaucoup de choses du film. On en reparlera plus tard. Donc vous voyez ici Picard. Essayez de mémoriser ces visages parce que vous allez voir, c'est vraiment troublant quand on regardera le film. Ici, vous voyez donc le lieutenant-colonel Henry, qui a toujours eu la réputation d'être le grand méchant, mais qui n'était en fait qu'un lampiste, puisqu'il ne faisait qu'appliquer les ordres que lui donnait
le général Mercier, avec son aimable visage de tortue, le général de Boisdeffre, chef d'état-major à l'époque, le général Gons, sous-chef d'état-major, et bien évidemment le traître, le vrai Esterhazy, que nous retrouverons très largement dans le film. Alors on aura quelques ouvertures aussi avec Laborie, qui était le grand ami de Picard, et je vous propose bien évidemment Dreyfus, mais qui n'apparaîtra peut-être pas autant que ça, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis à la fin. Et alors, surprise, Roman Polanski, puisque ce sera le grand jeu de la soirée, enfin de l'après-midi. Roman Polanski s'est caché dans le film, sauras-tu le retrouver? Voilà, on en parlera après. Oui, il y est vraiment. Voilà. Alors, ce film, à l'origine, alors c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous le savez, mais depuis le Ghostwriter, Polanski travaille avec ce romancier anglais qui s'appelle Robert Harris. Et en fait, c'est une commande au départ. C'est-à-dire que Polanski voulait depuis longtemps, pour des raisons qui sont très biographiques d'ailleurs, faire un film autour de l'affaire Dreyfus. Et il avait demandé à Harris de lui faire un scénario. Et en fait, Harris a commencé à se plonger dans l'affaire et lui a dit « Je vais te faire ton scénario, mais d'abord, je vais faire un roman. Parce que cette histoire est tellement extraordinaire qu'il faut vraiment en faire quelque chose. » Donc en fait, au début, on a... là, aujourd'hui, le livre tel que vous pouvez le voir, c'est celui-là, édition Pocket, qui s'appelle « J'accuse ». Le livre était sorti avant, mais n'avait pas ce titre-là, et c'est tout à fait intéressant, et on en parlera tout à l'heure, mais bien évidemment, avec le succès du film, alors déjà la visibilité qui est celle, bien évidemment, d'un film, le titre a changé, parce qu'au début, le titre, alors, en anglais, c'est celui-là, et en français, dans la première traduction, on reviendra sur ces titres tout à l'heure, parce qu'ils sont passionnants, c'est « D ». Voilà, et donc c'était avec ce bandeau marketing-là, l'affaire Dreyfus, comme vous ne l'avez jamais vu, brillant. Alors... Quand le livre de Robert Harris est sorti, donc il est sorti en 2013 en Angleterre et il est sorti en 2014 en France, Charles Dreyfus, que vous voyez ici, qu'on voit souvent hommage, qui nous fait le plaisir d'être là souvent, donc le petit-fils de Dreyfus, avait pris contact avec Robert Harris et dans une interview qui a été donnée à France 5, il explique que, donc je le lis, j'avais lu le roman dont est tiré le film de Polanski. Il y avait un certain nombre de choses qui étaient tout à fait inexactes sur mon grand-père. J'ai écrit à Robert Harris. Je ne lui ai pas dit qu'il y avait des inexactitudes. Je lui ai demandé d'où il détenait ces informations. Et il m'a répondu, je les ai inventées, c'est un roman. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous voyez la note de l'auteur, c'est-à-dire qu'on a une introduction au départ de ce roman, et en fait, j'ai surligné en jaune ce qui me semble être intéressant, c'est que ce que nous dit Robert Harris, c'est qu'aucun des personnages qui apparaissent dans les pages qui suivent, même les plus insignifiants, n'est entièrement le fruit de mon imagination. Et d'une façon ou d'une autre, la quasi-totalité de ce qui est relaté s'est produit dans la réalité. Alors, bien évidemment, quand on lit le roman, et moi j'avais fait un compte-rendu d'ailleurs de ce roman, parce que j'avais été assez exaspéré, à vrai dire, en le lisant, toujours à cause de l'image de Dreyfus, parce que comme le rappelait tout à l'heure Paul avec Vincent Duclerc depuis... 1998, on essaye de remettre Dreyfus dans son affaire. Et quand j'avais lu, par exemple, ce passage, là, j'ai flouté le reste pour qu'il apparaisse bien. Le reste est intéressant, hein, surtout la dernière phrase, un juif typique. Il ne faisait pas, donc Dreyfus, pas non plus le moindre effort pour dissimuler sa fortune. Il avait une cave à vin aménagée dans son appartement, Damned, employait 3 ou 4 domestiques, avait un attelage en livrée, collectionnait les tableaux et les livres, chassait régulièrement et acheta même un fusil Hammerless chez Guinard & Compagnie, avenue de l'Opéra, pour 500 francs, l'équivalent de 2 mois de solde. Quand on va un peu plus loin, il y a un autre passage qui est tout à fait intéressant et sur lequel je vais m'arrêter, mais un peu rapidement, parce qu'en fait, c'est un passage qui a énormément d'importance aujourd'hui. Donc c'est Picard qui parle dans le roman et il dit par 2 fois, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est un peu petit, par 2 fois Dreyfus voulut m'inviter. La première fois, il s'agissait d'un dîner dans son appartement de l'avenue de Trocadéro et la seconde, de ce qu'il m'avait présenté comme une partie de chasse de premier ordre organisée près de Fontainebleau. Je déclinais les deux. L'homme ne me plaisait pas beaucoup, d'autant moins lorsque je découvris que le reste de sa famille avait choisi de rester en Alsace occupée et que sa fortune venait principalement d'Allemagne. L'argent du sang, me suis-je dit. Alors là, j'arrête une seconde, c'est intéressant parce que, et c'est pour ça que là, je voulais en parler, parce que c'est l'occasion, en fait, c'est un sujet, il y a pas longtemps, je discutais avec quelqu'un du MAJ qui me disait, mais qu'en est-il, en fait, de cette question-là? Et c'est une question qui n'a jamais été fouillée, réellement. Donc, du coup, je me suis amusé à la fouiller parce qu'elle est intéressante. Alors,
ce qu'on entend là n'est pas vrai du tout. Ce qu'on lit là n'est pas vrai du tout. Et c'est problématique parce qu'aujourd'hui, enfin, à l'époque de l'affaire Dreyfus, les anti-Dreyfusards en ont fait un argument principal pour montrer que Dreyfus était potentiellement un traître. Et ce qui est intéressant, c'est que nos anti-Dreyfusards modernes, puisque ces gens sont toujours là et sont d'une grande activité, utilisent toujours cette idée comme premier argument. Alors en fait, si vous avez vu l'expo, vous êtes au courant quand on sait qu'après l'annexion de l'Alsace et de la Moselle, l'Allemagne ayant énormément de mal à convertir en allemand les Alsaciens et les Mosellans, décide de prendre une décision, c'est le traité de Francfort qui va obliger les Alsaciens et les Mosellans annexés à faire un choix. Ce choix, c'est soit de demeurer français et de tout perdre, soit de devenir allemand et de conserver leurs biens. Le choix qui va être fait par la famille Dreyfus, c'est bien évidemment de choisir la France, enfin de demeurer français. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'aujourd'hui on a des statistiques, c'est que 8% uniquement des Alsaciens et des Mosellans ont choisi de demeurer français, tous les autres sont devenus allemands, et parmi ces 8%, il y a une majorité d'Israélites, comme on disait à l'époque, qui est tout à fait colossale. Alors, Raphaël Dreyfus a dessiné, et on voit dans le musée d'ailleurs le petit papier qui vient de la mairie de Carpentras, a décidé pour lui et ses enfants mineurs de demeurer français. En revanche, l'aîné, Jacques Dreyfus, que nous voyons... Alors, donc ça, c'est le... J'ai voulu mettre une autre version que celle qu'on voit dans le musée. Donc là, c'est la version allemande de cette déclaration de nationalité. Et là, vous voyez Jacques Dreyfus, qui est le frère aîné. Jacques, lui, était majeur à cette époque-là. Et Jacques, comme il était question quand même de ne pas tout perdre, va effectivement décider de devenir allemand pour ne pas perdre l'usine, mais avec une vraie idée derrière la tête. Et cette vraie idée, c'était quoi? C'est que lui, déjà, devenait allemand, mais sans jamais pouvoir servir sous le drapeau allemand, puisque, et c'est un patriote, on ne peut pas en douter, quand il y a eu la guerre de 70, il va s'engager dans la célèbre Légion d'Alsace, où il va combattre contre les Allemands. Et ce qui est intéressant, et c'est ça l'idée qui était la sienne, c'est qu'il y avait une loi qui était passée qui faisait que quand un Alsacien ou un Mosellan demandait un permis d'émigration, à partir de ses 17 ans, il pouvait partir, mais il perdait automatiquement la nationalité allemande et devenait français. Et donc, ce que va faire Jacques pour ses enfants mâles, hein, puisqu'à l'époque, malheureusement, les dames n'ont pas d'existence réelle, elles sont sous tutelle et mineures à vie, c'est qu'en fait, c'est ce qu'il va mettre en place. C'est-à-dire que lui, rapidement, va prendre la nationalité française. Dès qu'il le sera possible, il attendra que son dernier enfant puisse l'avoir. Et les enfants, les uns après les autres, vont non seulement prendre la nationalité française, mais s'engager dans l'armée. Et donc, on n'avait jamais parlé de ses enfants, donc je suis allé faire un tour. Et donc, voilà, le premier, c'est Paul Simon, 1875. Engagé volontaire en 1896, c'est-à-dire dès qu'il arrive en France, qui va servir en 14 pendant toute la durée de la guerre. Ensuite, il y aura Maurice. Maurice qui mourra en 14 pour la France, au feu. Ensuite, il y a Charles. Charles, lui aussi, comme les autres, deviendra français et décédera d'une maladie contractée en service pendant la guerre en septembre dans sa caserne. Ensuite, il y aura René. René, engagé volontaire en 1894, dès qu'il a la nationalité française, qui sera un héros de l'aviation pendant la Grande Guerre, chevalier de la Légion d'honneur et croix de guerre avec palme, qui sera assassiné à Auschwitz le 21 janvier 1944. Ensuite, il y a Henri Jacques, 1881-59, engagé volontaire en 1901, qui servira lui aussi en 14, bien évidemment, pour toute la durée de la guerre. Et enfin, le petit dernier, Jean, qui sera engagé volontaire en octobre 1905, mais qui, lui, bien évidemment, ne fera pas la guerre de 14, puisqu'il décède en 1910. Voilà. C'est intéressant de savoir ça, parce que du coup, on voit, si on en doutait, quelle famille de patriotes est la famille Dreyfus. Alors revenons à notre texte. Je vous lis juste cette scène-là, parce qu'elle est vraiment intéressante et qu'elle est un peu le centre du film, et tellement même que c'est l'affiche du film. Alors, à la fin d'un trimestre, et alors que je ne lui avais pas accordé en cartographie les bonnes notes qu'il croyait mériter, il vint me voir. Ai-je fait quelque chose pour vous offenser? Sa voix était ce qu'il avait de moins séduisant, nasale et mécanique, avec une trace persistante d'accent germanique de Mulhouse. Pas du tout, répondis-je. Je peux vous montrer mes barèmes de notation si vous voulez. Le fait est que vous êtes le seul de mes professeurs à m'avoir donné une note médiocre. Eh bien, répliquai-je, peut-être que je ne partage pas la haute opinion que vous avez de vos propres capacités. Ce ne serait donc pas parce que je suis juif.
La brusquerie de l'accusation m'interloqua. Je ne vais y laisser aucun préjugé personnel affecter mon jugement. Le fait que vous deviez y veiller suggère que ce pourrait être un facteur. Il était plus coriace qu'il le paraissait, il tenait bon. Si vous me demandez, capitaine, si j'aime particulièrement les Juifs, répondis-je froidement, la réponse honnête serait certainement non. Mais si vous sous-entendez qu'à cause de cela, je pourrais exercer une discrimination à votre encontre sur une question professionnelle, je puis vous le certifier, jamais. Cela mit fin à notre conversation. Il n'y eut plus d'autres avances d'ordre personnel après cela, plus d'invitations, etc. Alors, bien évidemment, toutes ces invitations au repas et à la chasse sont complètement fantasmées, mais peu importe. Alors, c'est la fameuse scène que vous verrez dans le film, et c'est intéressant de voir comment elle a été reprise dans le film d'Harris, justement. Et donc, Charles Dreyfus, quand il a appris, bien évidemment, qu'il y a le film de Polanski qui allait être fait sur la base du livre d'Harris, a pris contact avec Polanski. J'ai écrit à Roman Polanski pour lui dire que dans les films qui avaient paru jusqu'à cette date, la personnalité d'Alfred Dreyfus était mal représentée. Et que j'espérais que dans ce nouveau film, on allait chercher à le représenter d'une façon qui, pardon, je suis désolé pour la coquille, corresponde véritablement à sa personne. Et Roman Polanski m'a répondu très aimablement en me disant qu'il ferait le nécessaire. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Polanski est un très grand réalisateur, on ne peut absolument pas en douter. Il y a des trouvailles incroyables. Paul, tout à l'heure, parlait de cette reconstitution du Paris de l'époque qui est absolument hallucinant. Et si vous avez vu le film de Boisset, par exemple, le téléfilm de Boisset, quand on voit la scène de la dégradation, qu'on le compare avec le Polanski, ça fait presque de la peine, en fait, quoi. C'est tout en images de synthèse et c'est fabuleux. Et dans les trouvailles, moi je trouve que cette scène de découverte du J'accuse où chacun va lire le passage qui le concerne est absolument ahurissant, quoi. C'est incroyable. Oui, pardon. Donc c'est vraiment un très beau film. Et ce qui est amusant quand on le prend du côté de l'histoire, c'est qu'en fait, tout est vrai et rien n'est vrai. C'est-à-dire que tous les détails qui sont donnés, tous les petits détails, les micro-détails sont justes, mais la façon de les mettre ensemble fait qu'on arrive à un résultat qui est parfois tout à fait étonnant. Le cinéma, c'est le cinéma, l'histoire, c'est l'histoire, et que très probablement, le cinéma a des raisons que l'histoire ignore, ou le contraire. Il est clair que quand Milos Forman décide de faire son film qui s'appelle Amadeus, il n'a pas l'intention de faire un biopic puisqu'on dit ça maintenant, de Mozart. Tout est faux ou presque à l'intérieur de ce film, entre autres la relation avec Salieri, etc. Mais il nous fait quand même comprendre quelque chose qui, moi, me touche particulièrement, c'est que Mozart était un punk. Et ça, c'est pas mal. Maintenant, la prétention qui est celle de Milos Forman, c'est pas de dire Mozart. Tandis que là, c'est pas pareil. Et c'est là où, moi, ça me pose un problème. Donc, on va revenir un petit peu sur les choses pour un peu voir ça. Donc, le film. En fait, il y a 3 problèmes pour moi ici. Le premier problème, c'est le titre, J'accuse. Le deuxième problème, c'est la personnalité de Dreyfus, on va en reparler. Et après, c'est la question du Picard lanceur d'alerte. Et on va essayer de faire un peu rapidement là-dessus. Et après, si vous le voulez, je vous raconterai la vraie histoire. Alors, J'accuse, pour commencer. Quand on regarde, il faut que, je suis désolé, il faut que j'approche un peu l'écran parce que comme je suis d'une myopie terrible, voilà. Quand on regarde le dossier de presse, en fait, qu'on trouve en ligne, il y a un passage qui est tout à fait intéressant dans l'interview que donne Polanski, c'est que Polanski explique que tous les événements de ce film essentiels sont authentiques. Et ce qui prouve qu'ils le sont justement, c'est que, par exemple, beaucoup de dialogues ont été faits à partir des minutes des procès et des documents de l'époque, etc., etc. La volonté de dire l'histoire et de faire l'histoire, parce que c'est ça qui est intéressant, et le titre finalement nous le donne, J'accuse. C'est-à-dire que l'idée c'est de faire le film de l'affaire Dreyfus et qui pourrait être la référence à un moment où il n'y en a pas. Et ce qui est intéressant justement, c'est ce premier écran que vous avez remarqué au début et qui nous explique que tous les personnages et événements évoqués dans ce film sont réels. Et on en arrive même à quelque chose qui est tout à fait fabuleux. Si vous vous souvenez de cette scène, alors c'est une capture d'écran. J'ai acheté le film de Polanski hier,
Mais le problème sur Canal+, là, je vais arrêter un jour avec Bolloré, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de capture d'écran, donc il a fallu que je me débrouille. Vous vous souvenez de cette scène absolument hallucinante? Alors si Martine Leblond-Zola, l'arrière-petite-fille de Zola, était avec nous, elle serait dans une colère noire, parce que dès qu'on évoque cette scène, elle devient folle de rage. Vous vous souvenez? Je vous la remémore quand même si c'était il y a 40 minutes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, demande Zola à Picard. Et Picard lui répond, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait tout raconter en reprenant les événements depuis le début, etc., etc. Mais moi, je peux pas parce que je suis militaire. Et Zola lui répond, vous ne pouvez pas, mais moi, je peux. Et là, on voit l'image. Et ça pose un vrai problème. Alors, c'est embêtant, bien évidemment, d'enlever le truc à Zola, mais peu importe. C'est pas ça le plus grave. Ce qui est grave, c'est, moi, ça m'avait frappé parce que quand est sorti le film, et c'est pour ça que là, j'avais, moi, publié ce bouquin qui est sorti un mois avant, parce que je savais ce qu'il allait avoir dans le film. Moi, ce qui m'a posé un problème, c'est quand j'ai commencé à regarder la presse, le tout premier article qui est apparu, je l'ai retrouvé, il est ici, c'est dans un blog, ou je sais pas comment on va l'appeler, qui s'appelle Abus de ciné, qui est plutôt intéressant d'ailleurs. Et en fait, il y a une critique qui est faite du film, et donc qui dit à un moment, voilà, l'écrivain Émile Zola prend le relais de Victor Hugo pour incarner la figure de l'intellectuel engagé, certes. Son article, qui occupe l'intégralité de la première page du journal, est une lettre publique adressée au président de la République, Félix Faure. Le contenu du texte est moins un discours politique qu'un rapport, le compte-rendu minutieux, le résultat d'une contre-enquête sur l'affaire Dreyfus. Celle-ci, l'enquête, n'a pas été menée par Zola lui-même, mais par le lieutenant-colonel Marie-Georges Picard. Et alors là, moi, ça me pose quand même un sacré problème. Et en fait, c'est une des images qu'on va retenir du film. Et d'ailleurs, moi, je peux m'en apercevoir quand je fais les visites du musée chez Zola à Médan. C'est quand il y a des scolaires, je leur demande toujours de commencer à parler de l'affaire Dreyfus. Et donc, soit ils me sortent le petit carambolage. Là, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film d'animation qui est historiquement assez faux, mais qui est très intéressant parce qu'il est graphiquement absolument prodigieux. Ou alors, parce que le problème, c'est que les collègues profs, souvent, qui doivent faire le cours sur l'affaire Dreyfus, puisque l'affaire est au programme quasiment du CM2, avec la thématique du héros jusqu'à la terminale, eh ben, la plupart du temps, on montre le film de Polanski. Et donc là, ça pose un problème, parce qu'on a quand même, du coup, une vision de l'affaire qui est complètement déformée et qui peut un peu être embêtante. Alors, c'est pas le film sur l'affaire Dreyfus, il reste toujours à faire ce film sur l'affaire Dreyfus. À mon avis, il peut pas tenir dans un format cinématographique. C'est pour ça que moi, je rêve depuis un moment et je discute avec pas mal de gens. Je crois que mon ami Vincent Duclerc a un projet de son côté. Il faudra peut-être un jour qu'on mette ensemble nos idées, mais de faire une série. Bien évidemment, c'est-à-dire 8 épisodes de 52 minutes qui vont vraiment nous permettre de raconter l'affaire Dreyfus. Parce que là, le problème, c'est que bien évidemment, cette affaire est tellement monstrueuse en termes de volume que quand on la ramasse comme ça, il n'en reste pas grand-chose. Bon, mais ça, c'est le premier problème. C'est-à-dire que ce film n'est pas le film de l'affaire Dreyfus. C'est une vision tout à fait passionnante, avec un angle tout à fait passionnant, mais ce ne peut être le film de l'affaire Dreyfus. La deuxième chose, c'est Dreyfus. Alors, là, déjà, il y a quelque chose qui est significatif, c'est la manière dont Harris, au début, a pensé son livre, qui est donc le scénario du film. Un officier et un espion. Qui est l'officier? Qui est l'espion? On a la solution dans la petite phrase qui est juste au-dessous. L'espion, bien évidemment, c'est Esterhazy, et l'officier, c'est Picard. Dreyfus n'est pas convoqué dans ce film. Il n'est pas convoqué dans le livre non plus, et d'ailleurs, on les voit très très peu. Ça, c'est la première chose. Et c'est quand même embêtant, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'affaire Dreyfus s'appelle l'affaire Dreyfus. Alors, quand on regarde après la traduction qui a été donnée en France, la première, en 2014, puisque maintenant le film s'appelle J'accuse, c'est encore mieux, je trouve, puisque il s'appelle D. D'accord? Dreyfus n'est absolument pas convoqué. Et là, moi, ça me pose un problème aussi, parce que la pièce Ce canaille de D, c'est le D en question, qui n'a jamais eu aucun rapport avec Dreyfus, etc. Donc ça, c'est embêtant. Mais ce qui est plus embêtant, en fait, c'est que quand Polanski, par exemple, un peu, quand il a commencé à dire qu'il allait faire un film sur l'affaire Dreyfus, il y a eu une interview qui a été publiée dans Le Monde, qui lui a valu une très très belle réponse de Vincent Duclerc, d'ailleurs, une tribune. Et Polanski explique qu'il savait pas comment faire le film, il voyait pas comment s'en sortir, etc., etc. au départ, parce que cette affaire est très complexe, il savait pas comment la prendre et tout. Et en fait, l'idée qui a été celle de Robert Harris d'utiliser Picard comme angle d'entrée lui semblait intéressante. Et donc, il dit dans cette interview, je ne voyais
voyait pas comment on pouvait le construire de façon intéressante sur l'affaire Dreyfus pour plusieurs raisons. On va pas s'occuper des autres, on va juste prendre la première. La première, c'est que comme héros, Dreyfus n'est pas très intéressant. C'est un homme qui n'était pas particulièrement séduisant ni sympathique, même pour les gens qui le soutenaient. Et ça, c'était la crainte de Charles Dreyfus, si vous vous souvenez un peu avant le film, là, sur le morceau d'interview qu'on avait vu et qu'on a systématiquement, et qui peut même aller très très loin parfois. Si vous aviez vu l'incroyable film de Stelio Lorenzi, avec Jean Topard qui jouait le rôle, Jean Topard, immense Jean Topard qui jouait le rôle de Zola. À un moment, on voit même une scène complètement fantasmée, et je ne sais pas en fait ce qu'ils ont tous derrière la tête là, où à un moment, Zola tend la main à Dreyfus lors de la première rencontre, et Dreyfus lui refuse la main. Il ne veut pas lui serrer la main. Mais quel fantasme en fait. Voilà, ils se sont vus, ils ont mangé plusieurs fois ensemble. On a dans le catalogue de Maison Zola, Musée Dreyfus, publié pour la première fois, ça n'avait jamais été fait, c'est assez curieux, la correspondance croisée entre les Zola et les Dreyfus, et on voit une relation qui est réellement une relation amicale, etc. Pourquoi faut-il toujours présenter Dreyfus de cette manière-là? Et ça, c'est peut-être une des choses qui, moi, je trouve la chose la plus intéressante. Alors Charles Dreyfus, qui est toujours quelqu'un de très courtois et très gentil, va pouvoir dire dans cette même interview que j'évoquais au début, en réalité, il a joué dans le film Dreyfus un rôle tout à fait mineur et sa représentation n'est pas d'une parfaite exactitude. Mais en fait, on pourra aller beaucoup plus loin et prendre un peu moins être un peu moins gentil en fait que Charles. La première scène, moi, qui m'intéresse le plus, c'est la fameuse scène que j'évoquais tout à l'heure. C'est pour ça que je vous l'avais lu du roman d'Harris, où on les voit face à face. Dreyfus et Picard qui sont en train de parler. On voit un Dreyfus absolument épouvantable, vindicatif, revendicatif, mécontent, arrogant, plein de morgue, etc., etc. Et quelque chose, s'il y a des amis collègues profs ici, l'ont sûrement vécu. Moi, je l'ai vécu de temps en temps, où j'ai un étudiant qui vient me voir en me disant vous m'avez mis 6 à ma copie, elle valait 12. Je fais, bah écoute, merci. Et comme je le disais la dernière fois à un des étudiants qui me disait ça, je disais, bah écoute, la prochaine fois que j'ai des copies à corriger, je ne manquerai pas de faire appel à toi, puisqu'apparemment, tu sais mieux que moi comment faire. En fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Alors cette scène, elle existe, mais elle n'existe pas du tout de cette manière-là. Je vous la raconte, même si elle est un peu connue, parce qu'elle est vraiment passionnante, en fait. C'est-à-dire que Dreyfus entre à l'école de guerre. Il y avait une loi qui était passée quelques années avant, grâce au général de Miribel, loi selon laquelle les 12 premiers de l'école de guerre entraient à l'état-major. À l'époque, à l'école de guerre, il y a 2 étudiants qui sont des étudiants israélites. Le premier, c'est Dreyfus, et le deuxième, c'est Picard, un autre Picard, P-I-C-A-R-D, orthographe qu'on rencontre assez souvent en Alsace et en Moselle chez les Israélites. Picard les aura sous ses ordres puisqu'il est prof de topographie là-bas, et d'ailleurs il explique que dans un voyage d'état-major, il l'explique lui-même, il va les mettre à part pour pas qu'ils soient avec les catholiques. Et ils sont systématiquement comme ça mis de côté et jamais mélangés avec les autres. Bon, mais peu importe. Dreyfus passe ses examens et il a des notes absolument extraordinaires comme toujours. Il a 18 de moyenne. Et en fait, il y a une note à l'époque qui s'appelle la cote d'amour. Cette note est une note d'aptitude au service d'état-major qu'on pourrait qualifier un peu trivialement de note à la gueule. La plupart du temps, l'idée, c'est que la note qui est donnée correspond à la moyenne générale. Et en fait, ce sera le cas pour absolument tout le monde, sauf 2 étudiants qui n'auront pas cette note-là. Donc soit 5, soit 0. Parce que suivant les versions, on n'arrive pas à trouver la note qui est bien évidemment confidentielle. Et les 2 qui n'auront pas cette note-là sont Dreyfus et Picard. Et en fait, Dreyfus, quand il apprend qu'il a eu cette mauvaise note, sans savoir quelle elle est, il y a le président du jury, qui s'appelle le général de Bonnefond, qui passe dans le couloir en hurlant « Pas de juifs à l'état-major ». Et donc, ce qui se passe, c'est que quand il apprend ça, et Picard se retrouve exactement dans le même cas, c'est que Dreyfus va voir le général Lebelin de Dionne, qui est le directeur, le général directeur de l'école de guerre, et lui dit juste une chose. Donc là, c'est Dreyfus qui parle. Je lui ai dit que je ne venais nullement protester contre un numéro de sortie, estimant que mes camarades valaient autant que moi, mais lui demandant si un officier juif n'était pas capable de servir son pays aussi bien qu'un autre.
Et ça s'arrête là. Et donc ça, c'est la vraie histoire. Et là, l'histoire, dans la manière dont elle est présentée, me pose un vrai problème, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on nous montre un Dreyfus qui n'est pas du tout celui que nous lisons quand nous lisons cette citation. Et alors, la dernière scène, elle, est absolument hallucinante. Et déjà, moi, je sais pas, ça m'intéresserait d'en discuter avec vous après si vous avez des idées, mais je me demande pourquoi elle est dans le film, en fait, cette dernière scène. Parce qu'elle n'apporte rien à la fin. Je ne sais pas quel est le message que veut faire passer Polanski. Et en fait, cette dernière scène, elle est absolument pas exacte. En fait, ce qui s'est passé, donc je vous la raconte si vous ne la connaissez pas parce qu'elle est intéressante, c'est qu'en fait, Dreyfus est réhabilité le même jour que Picard, parce que contrairement à ce qu'on dit dans le film, on n'a pas, à partir du moment où le faux Henri a été trouvé, on n'a pas libéré Picard en lui disant c'est fini pour toi, pas du tout, ça a été mis en suspens, mais il devait être jugé par la suite. Donc en fait, il est toujours hors de l'armée. Et en fait, tous les deux sont réhabilités du coup en même temps, le 12 juillet 1906. Et en fait, il va se passer quelque chose d'absolument curieux et qui justifie d'ailleurs en grande partie la demande, là, si vous suivez l'actualité dont vous avez entendu parler, qui est effectivement de donner le grade de général à titre posthume à Dreyfus. Alors l'idée, c'est pas de faire un cadeau à Dreyfus, l'idée, c'est de réparer une erreur. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une erreur. Quand on a calculé l'ancienneté de Picard, on l'a fait comme il fallait, au jour où il est sorti de l'armée. Par contre, quand on l'a fait pour Dreyfus, on l'a fait au jour de sa réhabilitation, c'est-à-dire le 12 juillet 1906. Or, il est sorti de l'armée le 22 décembre 1894, donc il nous manque un certain nombre d'années. On lui donne le grade de commandant, mais on donne le grade de commandant au jour de la réhabilitation. Ce qui fait qu'il arrive en dernier dans la liste. D'accord ? Puisque, en fait, vous savez, l'avancement, c'est quelque chose où on a des numéros et en fait, on avance de numéros. Quand Dreyfus arrive, parce qu'il retourne dans l'armée au parc d'artillerie de Vincennes où il vient d'être nommé, il a une surprise extraordinaire, c'est d'être accueilli par son nouveau chef, et son nouveau chef est un de ses anciens subordonnés. La situation est rigoureusement intenable. Et en plus, il apprend peu de temps après dans les journaux que deux de ses inférieurs hiérarchiques, qui sont deux des juges qui l'ont condamné à Rennes, viennent de passer dans un grade supérieur. La chose est absolument impossible. Et Dreyfus ne dit rien. Il en parle à quelques amis, et il y a une amie qui va être excessivement choquée par ce qui s'est passé, et cette amie, elle s'appelle Alexandrine Zola. Alexandrine Zola est dans une colère noire, elle reprend le flambeau depuis qu'Émile est mort. Il est mort en 1902, vous savez, dans des circonstances troublantes. Et elle va voir Picard, qui vient d'être nommé ministre de la guerre, dans le gouvernement de Georges Clemenceau. Donc lui est celui qui est allé le plus vite en grade comme général de brigade, et 2 mois après, il passe général de division. Okay. Et elle va le voir en disant « mais il s'est passé quelque chose de pas juste pour Dreyfus et il faudrait réparer cette situation ». Et Picard lui répond « ça ne m'intéresse pas ». Et ça s'arrête là. Ce que décide, il y a plein de copains qui commencent à se mettre en colère, de Pressensé, président de la Ligue des droits de l'homme, un Dalimier, un député, etc. Et on propose un projet de loi pour article unique, pour effectivement rattraper, donc il serait toujours commandant, mais il ne serait pas commandant au dernier numéro, il serait commandant au dernier numéro plus 4 ans. Donc en fait, normalement, 3 ou 4 ans après, il devient lieutenant-colonel. Et en fait, le projet de loi est refusé par Picard. Et entre-temps, Picard, très mécontent d'avoir vu Alexandrine, fait passer le mot partout en disant à Dreyfus que s'il a des courses à faire, il ferait bien de les faire lui-même. Et donc Dreyfus va voir Picard pour lever le malentendu en lui disant « mais je n'ai envoyé personne, je suis juste dans une situation qui est intenable et les amis ont envie de faire quelque chose pour moi. » Et l'affaire s'arrête là. Et en fait, Picard ne veut pas bouger. Donc finalement, victime jusqu'au bout, comme le dira Dreyfus, Dreyfus décide de prendre sa retraite et il va voir Picard une dernière fois, donc c'est la scène que nous voyons ici, pour lui dire qu'il prend sa retraite puisque sa carrière militaire est fichu. Il ne sera jamais général, parce que le problème, c'est qu'il aurait pu passer lieutenant-colonel à peu près 6-7 ans après, et il aurait pu passer général 6 ou 7 ans après. Mais en fait, il n'aurait pas pu passer général, parce qu'il y a une limite d'âge, et qu'en fait, il aurait atteint cette limite d'âge. Donc pour lui, c'est absolument terminé. Il a un secret espoir, sans doute, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, mais il a un secret espoir, bien évidemment, c'est que Picard lui dise « bon, d'accord, on va le faire ». Et en fait, Picard lui dit « entendu, je note, au revoir ». Et en fait, c'est la vraie scène. Et le soir même, d'ailleurs, j'ai retrouvé une lettre. Picard écrit à un de ses amis, le général Millet, pour lui dire « je viens de recevoir Dreyfus aujourd'hui, figure-toi qu'il veut être nommé lieutenant-colonel, cet animal-là ».
Voilà. Donc ça, c'est la vraie histoire. Et c'est pas du tout la même scène. Et j'aimerais bien savoir pourquoi cette scène a été montrée dans le film. Alors maintenant, venons-en à Picard. Picard, c'est un héros, c'est indéniable. On peut pas discuter de ça. C'est quelqu'un qui, à un moment, a décidé, effectivement, de régler son problème, c'est-à-dire la balance qu'il y avait entre sa conscience et son uniforme, qui a vraiment pris cette décision, mais qui a mis 2 ans et demi à le faire. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ce que ne montre pas le film, et c'est dommage. Donc voilà Picard dans son uniforme de tirailleur. Dujardin lui ressemble vraiment, vraiment énormément. Et l'histoire qu'on voit ici, c'est un peu l'histoire d'un chevalier blanc. C'est-à-dire quelqu'un qui est un antisémite. On force un peu la dose au début du film, d'ailleurs, sur le sujet, et qui part du principe que, certes, il est antisémite, mais qu'à côté de ça, la justice est plus importante. Et cet antisémite va être prêt à un moment, effectivement, à mettre en péril sa carrière pour sauver un homme qu'il déteste, qui est un épouvantable emmerdeur, qui vient le voir pour discuter ses notes, etc. Mais peu importe, il décide d'aller jusqu'au bout de cette logique-là. Alors, d'ailleurs, quand on écoute Harris, il avait donné, il y a une sorte de pastille vidéo qui avait été faite quand le bouquin est sorti, qu'on peut trouver encore sur le site des éditions Plomb, dans lequel Harris dit, sans Picard, il n'y aurait pas eu d'affaire Dreyfus, il était ce qu'on appelle aujourd'hui un lanceur d'alerte, probablement le plus grand qui ait jamais existé. Alors, le problème de tout ça, c'est que c'est absolument pas exact. Donc effectivement, un moment, Picard va être un héros, et Picard va être un héros parce qu'il va y avoir une véritable stratégie que les Dreyfusards vont mettre en place dans le but d'héroïser Picard sur la base de l'histoire que je vous raconterai à la fin. Et pourquoi? Parce que, bien évidemment, il est beaucoup plus simple aussi de mobiliser les foules autour de ce militaire qui porte beau, etc., et qui, effectivement, à un moment, est sacrifié parce qu'il se sacrifie, plutôt que sur le petit juif qui est en train de mourir à l'île du Diable. Donc il va y avoir une sorte de grande mobilisation autour de Picard qui n'avait jamais pu exister avant. Vous voyez, pour vous donner une idée, vous savez qu'il y a un certain nombre de listes de protestations et de souscriptions qui seront lancées pendant l'affaire Dreyfus. Quand on décide de se mobiliser pour Dreyfus au début, on est à la fin de 1897, à l'époque où Zola s'engage, il y a 3 pétitions qui vont tourner. Ces 3 pétitions vont rassembler 11 signatures. C'est tout. Et sur les 11 signatures, il y a 3 fois Anatole France. OK ? Quand sort ce qu'on appelle le manifeste des intellectuels, qui s'est jamais appelé comme ça, c'est-à-dire au moment de la publication de J'accuse, on va avoir à peu près 2000, 3000, 4000 signatures. On multipliera ce chiffre par 50 quand il y aura la protestation Picard qui apparaîtra à partir du moment où Picard a été arrêté. Donc Picard, effectivement, va permettre un moment de mobiliser les foules et de faire un peu, de donner un peu de volume, d'espace et de voix au courant Dreyfusard. La célèbre image tirée de l'histoire d'un innocent, qui est exposée d'ailleurs dans le musée où on présente voilà un beau matin, un colonel d'état-major, le brave et magnifique colonel Picard découvrit le vrai traître. Il s'écria alors « Il faut sauver l'innocent et punir le coupable ». Alors, cette héroïsation, on l'a dans cette citation absolument extraordinaire de Clémenceau. Mais c'est intéressant, c'est que cette citation, on peut la mettre en regard d'une autre citation. Là, on est au moment de l'héroïsation, c'est-à-dire après le 9 juillet 1898. Je reviendrai sur cette date tout à l'heure qui est intéressante. Et là, on voit d'ailleurs que l'héroïsation de Picard, elle marche en négatif par rapport à Dreyfus. Donc Clémenceau écrit dans l'Aurore, Picard est la vraie victime du crime abominable qui est en train de se perpétrer sous nos yeux. Dreyfus eut contre lui une fatalité terrible, comme Oedipe au chemin marqué par le destin. Pour s'être trouvé au point de rencontre de toutes ces choses, Dreyfus est au bagne, et les siens luttent éperdument pour sauver moins sa vie que son nom du déshonneur. Cela est émouvant. Mais combien l'histoire nous fournit-elle de semblables victimes ? Nous luttons pour Dreyfus, sans doute, parce que tout homme qui souffre injustement fait appel aux meilleurs sentiments de l'âme humaine. Nous luttons surtout pour la France, qui sera à jamais déshonorée si elle acceptait définitivement la complicité du crime public dont le scandale stupéfie à cette heure tous les peuples civilisés de la Terre. Il y a du souffle chez Clémenceau. Il n'en est pas moins vrai que Dreyfus est comme l'ouvrier de l'usine, saisi par un volant et broyé par le monstre de fer, avant que les spectateurs aient pu faire autre chose que de pousser un cri d'épouvante. Picard, lui, n'est pas la victime involontaire. C'est l'homme qui, pour réparer
le mal, s'offre en sacrifice de propos délibérés. C'est pourquoi je dis que celui-là est la vraie victime, ne souffrant que parce qu'il a délibérément sacrifié son avenir, sa liberté, sa vie, pour réparer l'erreur des uns, les crimes des autres. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, un peu avant, c'est-à-dire au moment où il y a cette fameuse réunion avec Zola et où Picard est censé souffler le j'accuse à Zola, réunion qui n'a jamais existé, mais ça peu importe. Il y a plein de choses comme ça dans le film qui vont pas, mais qui sont des raccourcis qui permettent aussi cinématographiquement de mieux parler. Le fait que le bordereau soit affiché et encadré, c'est pratique cinématographiquement, donc ça va très bien. Mais à ce moment-là, Clémenceau, dans l'Aurore, écrit: je n'ai jamais vu le colonel Picard, donc il ne le connaît pas encore, il le découvre après, et je ne sais rien de lui sinon qu'il est le plus jeune lieutenant-colonel de l'armée, et que le plus bel avenir militaire s'ouvrait devant lui. On est en janvier 98. Dans ces conditions, l'idée de commettre un tel crime ne devait pas se présenter naturellement à son esprit. Je préfère le tenir jusqu'à plus ample informé pour la simple victime de sa conscience révoltée contre les actes de ses supérieurs. Toute sa méprise, autant que j'en puis juger, est d'avoir voulu concilier les inconciliables, le cri d'indignation généreuse et la passivité de l'obéissance militaire. Lorsqu'il eut répondu à l'un de ses chefs qui prétendait lui imposer à jamais le silence: « Mon général, je n'emporterai pas ce secret dans ma tombe », il devait, pour rester fidèle à sa parole, briser son épée. Il n'en a pas eu le courage, ou s'il y a songé, des amis imprudents l'en ont dissuadé. Je n'ose le blâmer, mais je constate la faute. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, en fait, on voit là, je vais passer sur on voit là la manière dont les choses se sont passées et qui vont prendre toute la lumière quand on va réellement commencer à raconter l'histoire telle qu'elle est. Par exemple, quand on prend le film, l'histoire du dossier secret, si vous vous en souvenez, Mercier lui tend le dossier secret, il dit que c'est une illégalité, il n'a pas tellement envie de le prendre, et en fait, il le fait. Bon. Dans la vraie vie, ça s'est pas passé comme ça. Picard n'était pas là à ce moment-là, etc. Mais il est intervenu à un moment. Mais il est intervenu, et c'est lui-même qui le raconte, justement pour dire: j'ai dit au général de Boisdeffre et au ministre que je ne croyais pas la condamnation certaine. Donc c'est Picard qui dit ça. Si on ne tirait pas parti des pièces qui étaient convenues de montrer secrètement. Donc là, déjà, on est dans une situation qui est un peu différente. C'est-à-dire que le dossier secret, c'est Picard qui en conseille l'usage. Peu importe, c'est pas grave. Mais en fait, ça permet de comprendre que tout le film est fait de cette manière-là. Même chose, on le voit à un moment lire les lettres de Dreyfus et être un peu ému par ce qu'il a trouvé, de ce qu'il lit dans ses lettres. En fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est lui qui est chargé de lire les lettres. Les lettres, il les fait chauffer parce qu'ils sont tous persuadés qu'il y a un code de correspondance qui a été utilisé pour préparer l'évasion du traître. Et à un moment, il lit les lettres. C'est un de ses subordonnés qui raconte ça, qui s'appelle Grimelin, dans lesquels toujours il y a « il faut la lumière », etc. Et ce que répond Picard, c'est « ah, ils veulent de la lumière, je vais leur en faire une de lumière, moi ». Et en fait, on est à chaque fois dans quelque chose comme ça. Alors, racontons l'histoire. En fait, et vous allez voir qu'on a plein de choses qui sont ce qu'on a vu dans le film, mais qu'il fallait pas du tout articuler de cette manière-là pour avoir la vraie histoire de Picard, qui n'est pas celle d'un chevalier blanc, mais qui est celle d'un homme qui est complètement pris entre dans ses ambiguïtés et dans ses ambivalences. Arrive un jour le fameux petit bleu qui est trouvé par l'hôte. Okay, exactement ce que nous avons vu dans le film. Et en fait, l'hôte lui dit il y a un autre traître. Et donc il commence à faire une enquête, et cette enquête, il n'en parle surtout pas à ses chefs. Pourquoi ? Parce que il se souvient de ce qui s'est passé au moment de l'arrivée du bordereau et de la manière qu'a été celle du général Gonse de mener l'enquête en dépit du bon sens et de la panique qu'il y avait dans les bureaux. Donc en fait, il fait son enquête très tranquillement et il commence à chercher. Il cherche et il s'aperçoit que, effectivement, Esterhazy est probablement un traître. Il obtient un jour de l'écriture, pas exactement de la même manière que dans le film, mais peu importe, d'Esterhazy, et là, tout à coup, il est frappé par quelque chose, c'est que cette écriture ressemble énormément au bordereau. Et là, il se dit, mais est-ce que Esterhazy ne serait pas le complice de Dreyfus ? Parce que, bien évidemment, il n'est pas question de remettre en cause la culpabilité de Dreyfus. Et en fait, il continue à chercher, il demande à ce qu'on lui donne le dossier secret, exactement comme on voit dans le film, avec cette réticence qui est celle des hommes de l'état-major. Et en regardant le dossier, il est stupéfait d'une chose, c'est que toutes les pièces qui s'y rapportent ne peuvent pas se rapporter à Dreyfus. Il n'y a que ce dé mystérieux, mais on a du mal à imaginer
qu'un attaché militaire parle de son espion en donnant la véritable initiale de son nom de famille. C'est quand même assez curieux, mais peu importe. Vous voyez, par exemple, Marie Bastian, on l'appelle pas Marie Bastian, elle s'appelle Auguste, etc., etc. Mais peu importe. Et là, il se dit, mais en fait, je me trompe complètement. Il est fort probable que Dreyfus soit innocent et qu'Esterhazy soit le véritable coupable. Et que Esterhazy ait échappé à un crime pour lequel Dreyfus a été condamné. Il continue un peu son enquête et un jour, il se dit qu'il a réuni suffisamment de preuves pour aller voir ses chefs. Et il va voir ses chefs et il leur dit « Je fais surveiller ces gens-là », comme il dit. Ces gens-là, c'est les Juifs et la famille Dreyfus. Et en fait, ils sont en train d'arriver au même résultat que moi. Il faut absolument que nous anticipions la catastrophe à venir. Parce que si jamais la famille Dreyfus, et d'ailleurs la phrase est reprise dans le film, sort l'information avant, l'armée est définitivement fichue. Et donc, ce que décident, donc ses chefs lui disent, il n'en est pas question, il faut séparer les deux affaires. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le film, à un moment, vous voyez le général Gons qui dit à Picard, je vous demande de ne plus vous occuper de Dreyfus, c'est un ordre. Et en fait, le problème, c'est que cet ordre n'a jamais été donné. Et ce qui explique Picard d'ailleurs absolument admirablement, c'est qu'en fait on ne donne pas d'ordre. L'idée c'est toujours de faire comprendre les choses qui se passent. Et d'ailleurs Picard va le dire à 2 reprises au moment du procès Zola, si on m'avait un jour donné l'ordre d'arrêter, j'aurais arrêté. Et en fait, il continue son enquête, mais il continue une enquête qui est à charge contre les Dreyfus, parce qu'en fait, il continue son rôle. On lui a dit de passer à autre chose, et il est passé à autre chose. Le problème, c'est que ce qui lui faisait peur va vraiment arriver. C'est-à-dire que les Dreyfus sont en train de faire quelque chose, et ça arrive juste au moment, vous savez, où il y a la fameuse fake news, la seule fake news positive de l'histoire, le moment où Mathieu Dreyfus fait courir le bruit de l'évasion de Dreyfus, et donc l'affaire Dreyfus revient au premier plan. Et là commence à apparaître dans les journaux un certain nombre d'articles, dont certains sont titrés « Le doute ». Et donc, pour fermer la porte, on décide de publier, l'état-major décide de publier un certain nombre d'articles, maladroits d'ailleurs, parce qu'ils vont révéler l'illégalité de 1894, et Tessonnière, un des experts, va vendre son exemplaire photographique du bordereau au matin, qui va le publier. Là, Picard, chef de la section de statistiques, fait une enquête, demande à ce qu'on attaque les journaux, etc., etc., et ses chefs refusent absolument. Mais le problème, et là j'ai retrouvé les notes de Gons qui sont incroyables, prises au jour le jour, le problème c'est que là, à l'état-major, on commence à se dire, mais comment la presse a-t-elle été informée? Si elle a eu cette information, c'est nécessairement que quelqu'un lui a donné. Ils savent très bien d'où elle vient, puisqu'elle vient d'eux. Et donc en fait, c'est peut-être Picard aussi qui a donné un certain nombre de choses, et entre autres pour le matin, parce qu'ils ne savent pas que c'est l'expert qui a vendu. Et donc on décide d'écarter Picard pour l'envoyer le plus loin possible. On voit une scène à un moment très tendu entre Henri et Picard, qui n'a jamais existé, en fait. Moi, j'ai retrouvé la correspondance entre Picard et Henri, et en fait, ils s'écrivent des lettres très gentilles. Il a été envoyé pour une mission, mais il ne sait pas pourquoi, et il ne comprend pas une seconde pourquoi, en fait, on l'a envoyé en mission. Il a le sentiment qu'il se passe quelque chose de bizarre, mais il a du mal à l'identifier. Et là, il va se passer quelque chose, et c'est dommage que le film ne le raconte pas, parce que ça aurait permis de donner à Mathilde Seigner un rôle un peu plus intéressant que celui qu'elle a dans le film, où, à mon point de vue, elle ne sert rigoureusement à rien. Picard reçoit une lettre de Pauline Monnier, Mathilde Seigner, qui lui dit « Il faut que tu viennes me voir le plus rapidement possible ». Donc il passe à Paris, et là, il commence à s'inquiéter parce qu'il voit un de ses amis, qui est un homme de l'état-major, et qui lui dit « J'ai entendu Henri dire des choses sur toi qui étaient assez terribles, etc., etc. » Il est très inquiet, bon. Mais il n'est pas venu pour ça. Il est venu parce que Pauline lui a demandé de venir le voir. Alors Pauline, elle ne ressemble pas à la Pauline qu'on voit dans le film, en fait. Elle lui ressemble physiquement, tout à fait. Mais à côté de ça, il y a une information qui manque et qui est intéressante, c'est que Pauline est une catholique fervente. Tellement fervente même que son confesseur, c'est le révérend père Stanislas du Lac de Fugère, c'est-à-dire le généralissime des Jésuites. Donc vous imaginez. Elle vit une relation adultère, donc elle va probablement griller en enfer. Et en fait, tout ça est absolument terrible. Et donc il arrive au rendez-vous avec Pauline, et là il a une vraie surprise. Et j'ai retrouvé ça grâce au journal du père Stanislas du Lac de Fugère. Au rendez-vous, Pauline est là,
Mais au rendez-vous, il y a aussi le généralissime des Jésuites. Au rendez-vous, il y a aussi le mari qui tient chacune de ses filles, 3 ans et 10 ans, dans chaque main. Et là, on dit à Picard qu'on sait tout et qu'il faut que cette relation s'arrête à tout jamais. Picard est dévasté parce que c'est une vraie histoire d'amour et il retourne en Tunisie. Il est d'une sensibilité extrême. Quelques jours après, il reçoit une lettre d'Henri, qui est une lettre inadmissible dans le ton et qui est inadmissible surtout d'un subordonné à son supérieur. Sensible comme il envoie une lettre qui est beaucoup plus énervée encore. À cette lettre, Henri répond une lettre encore plus énervée. Et il est clair que si Henri a pu envoyer cette lettre, c'est qu'il a l'accord de ses supérieurs, parce qu'il ne peut pas s'adresser à un supérieur s'il n'est pas de l'autre côté assuré. Et là, il commence vraiment à avoir peur, Picard, en se disant, mais en fait, ils veulent se débarrasser de moi. Et donc, il redemande une permission, il arrive à Paris et il voit son ami Leblois, ce que nous voyons dans le film. Et il dit à Leblois, j'ai peur, en fait, qu'il m'arrive quelque chose, j'ai peur qu'on me réserve le même sort qu'à Dreyfus, pire même peut-être qu'on me fasse assassiner. Et ce que je te demande, je te confie un secret, mais pas complètement, parce qu'il y a des choses que tu ne dois pas savoir. Et je ne te demande qu'une chose, c'est de ne rien faire, sauf si un jour il m'arrivait malheur. Et dans ce cas-là, je te demande de t'adresser au président de la République pour lui raconter toute l'histoire. Mais sinon, tu ne le fais pas. Et si jamais un jour tu dois parler, en tout cas, ce qui est clair, c'est que tu n'en parles jamais à la famille Dreyfus. Et donc Picard, à ce moment-là, écrit... Alors c'est pas à ce moment-là, mais il en parle plus tard, donc c'est en plus lui qui le dit. Il n'était aucunement dans mes intentions en juin 1897, c'est-à-dire le moment où il voit Leblois, d'entamer à ce moment la réhabilitation de Dreyfus. Si je l'avais voulu, j'aurais évidemment donné à Leblois les renseignements nécessaires que je possédais abondamment. Je ne l'ai pas fait parce que mon devoir militaire ne me permettait pas de le faire, et je me suis borné en attendant à prendre les mesures nécessaires pour mettre à l'abri les papiers indispensables pour les besoins de ma défense, et à assurer cette défense dans toutes les éventualités possibles. Et donc il lui dit, tu n'en parles à personne. Le problème, c'est que Leblois, pendant 15 jours, va tourner cette histoire dans sa tête en se disant que ce n'est pas possible, en fait, de laisser ça comme ça. Et donc il va voir le vice-président, qu'on ne voit pas dans le film, et c'est dommage, il est juste évoqué une minute, August Schoror-Kessner, et il lui révèle toute l'histoire. Et là, Schoror-Kessner, absolument outré, Schoror-Kessner qui est en plus cette grande figure alsacienne, qui est un peu une sorte de père protecteur pour tous les Alsaciens après l'annexion, décide de prendre la parole et demande à Leblois s'il peut le faire. Et Leblois lui dit, il faut le faire. Et donc, comme dit Schoror-Kessner, il se met à parler urbi et orbi, et il donne partout, effectivement, cette conviction en disant qu'il en a les preuves de la culpabilité de quelqu'un d'autre, et parce que naturellement, il ne donne pas le nom, mais en tout cas, pas de l'innocence de Dreyfus. Là, on est en juillet 1897. Il dit tout ça et les gens lui disent « donne les preuves ». Et en fait, les preuves, il ne peut pas les donner à ce moment-là. Donc il dit à Leblois « il faut me libérer ». Seulement, le problème, c'est que Leblois est coincé. Parce que Leblois n'a pas dit à Schoror-Kessner qu'il n'avait pas tenu la promesse faite à Picard, et Leblois n'a pas dit à Picard qu'il avait parlé à Schoror-Kessner. Donc en fait, il est complètement coincé, il trouve des moyens, alors j'ai réussi à tout reconstruire, c'est assez étonnant de trouver des moments pour pas le dire, etc. Il repousse tout le temps, et à un moment, Schoror-Kessner se met dans une colère noire en lui disant « mais ce n'est pas possible, quoi ». Vous me mettez dans une situation absolument intenable, il est attaqué, Schoror-Kessner, dans toute la presse, la cause dreyfusarde est en train de prendre un coup dans l'aile absolument incroyable, bien évidemment, puisque celui qui annonce partout avoir les preuves ne les montre jamais. Et, par exemple, une lettre que Schoror-Kessner envoie à Leblois, là on est en août 1897, il me semble, écrit Schoror-Kessner à Leblois, qu'il y a quelqu'un, Picard, qui devrait sentir plus vivement l'immense responsabilité morale qu'il éprouve. Son devoir est de dire ce qu'il sait. Le fera-t-il? A-t-il le cœur assez haut placé pour marcher sur les inconvénients qui pourraient résulter pour lui de la divulgation des faits? Il ne s'agit nullement dans mon esprit de le mettre ni en jeu, ni en scène. Il ne s'agit que d'être autorisé à me servir de ce que je sais aujourd'hui, en dehors, absolument en dehors de sa propre personnalité, que je m'arrangerai à faire disparaître et de couvrir de ma protection au besoin. Vous m'avez dit qu'on devinera de suite d'où viennent les renseignements. Ce n'est pas sûr. Et si le soupçon l'atteint, je ne vois pas ce qu'il aurait à redouter. Jamais
je n'en donnerai de preuves. Entendez-moi, cher monsieur, je me laisserai plutôt couper la langue, les mains et les pieds. Il est impossible d'admettre qu'un honnête homme garde par-devers lui un si terrible secret et laisse un infortuné livré à la torture imméritée de l'île du diable, même pendant un temps limité encore. Votre ami est certainement un honnête homme, il en a donné la preuve, mais il ne faut pas que l'honnêteté s'arrête en route. Et là, en fait, ça va durer comme ça pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et le problème, c'est qu'en fait, il ne se passe jamais rien. Et c'est là qu'arrive, et c'est dommage que ce ne soit pas dans le film, vous connaissez sans doute l'histoire, cette coïncidence absolument folle de l'idée géniale qui est celle de Mathieu Dreyfus, qui est de faire des affiches qui sont dans tout Paris, affiches sur lesquelles on voit le facsimilé du bordereau et le facsimilé de l'écriture de Dreyfus, et affiches sur lesquelles, en énorme capital d'imprimerie, Mathieu a fait écrire « Comparer et juger ». Et en fait, il y a quelqu'un qui s'appelle Jacques de Castro, on en parle dans l'exposition, ce banquier, qui un matin reçoit une lettre d'Esterhazy, lit cette lettre, il est agacé, il habite à côté des Galeries Lafayette, il sort sur les grands boulevards, et là, les camelots sont présents, comme aujourd'hui, si ce n'est qu'à l'époque, ils vendent des cartes postales, des affiches, etc. Et le bouillon de cette affiche, comme disent les imprimeurs, ce qui n'a jamais été utilisé, et qui n'est plus dans Paris à ce moment-là, puisque l'affiche a été publiée et apposée sur les murs un an avant, le bouillon est en vente. Et il achète intuitivement cette affiche, il la regarde, il est stupéfait, il remonte chez lui, il regarde la lettre qu'il vient de recevoir, il compare les écritures, il s'aperçoit que c'est la même écriture. Il retrouve la famille Dreyfus, il a rendez-vous avec Mathieu, il dit à Mathieu qu'il vient de découvrir le véritable traître. Et Mathieu dénonce Esterhazy. Quand on regarde le film, on a l'impression que c'est Picard qui le fait, mais pas du tout, parce que Picard bloque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où Mathieu Dreyfus a condamné Esterhazy, il va y avoir le procès d'Esterhazy. Et là, bien évidemment, il faut récupérer les documents. Et Schorr-Kessner dit à Leblois, ça suffit, quoi. Il faut vraiment faire quelque chose. Et là, Leblois passe à l'action. Il écrit à Picard en lui disant « faut me libérer ». Et Picard lui répond « je ne veux plus jamais entendre parler de cette affaire. Et si tu m'écris à nouveau, je brûlerai les lettres ». Le problème, c'est qu'arrive le procès Esterhazy. Schorr-Kessner a dit « il faut faire venir Picard, c'est lui qui a tout ». Là, il l'a dit quand même, mais il ne parle pas des preuves. Picard arrive. Dans le film, vous voyez la scène avec Depellieux où il part en claquant la porte. Alors, Polanski pouvait pas le savoir parce qu'à l'époque, ça n'avait pas édité. Moi, j'ai retrouvé la sténographie de Depellieux que j'ai publiée après. Picard va très bien se conduire, il ne va jamais claquer la porte et il ne dira jamais rien. Et pourquoi ne dira-t-il jamais rien? Parce que le jour où il rentre de Tunisie, il y a 2 hommes qui l'attendent à la gare et qui lui disent, message de la part des chefs, si tu te conduis bien, tu retrouveras ton poste. Et en fait, pendant tout le moment, jusqu'au procès Zola, Picard ne va jamais rien dire. Un moment, il va dire que la pièce est faux, c'est ce qu'on voit. Un moment, il va effectivement dire qu'on porte contre lui des accusations qui sont terribles. Mais tout ce qu'il sait, par exemple, sur le dossier secret, un moment, c'est extraordinaire. Laborie lui dit, au procès Zola, mais il y a eu un dossier secret. Et il bafouille, il dit, non, je sais pas, ou peut-être qu'il a existé, mais demandez à Henri. Et il sait très bien quelle est la réponse, bien évidemment, que va faire Henri. Et il va tenir comme ça tout le temps, parce qu'il a un espoir, c'est qu'effectivement, il retrouve son rôle. Et juste après le procès Zola, il passe en conseil de région, et là, il retrouve pas son rôle, on le sort de l'armée. Donc il est un peu dépité. Il n'est plus le lieutenant-colonel Picard, il est devenu Monsieur Picard. Mais il va pas parler pour autant. Pour l'instant, il ne parlera toujours pas. Nous sommes en mars 1898. Et là, il va se passer quelque chose d'incroyable. On voit la scène, mais d'une drôle de manière. C'est qu'en fait, et j'ai retrouvé des rapports de police qui sont très très drôles, c'est qu'en fait, l'état-major s'est aperçu de quelque chose, c'est que quand Picard est revenu pour le procès Esterhazy et pour le procès Zola, il a repris la relation avec Pauline Monnier. Et en fait, le général Depellieux écrit au général Gons, on va agir sur le mari. Et donc, ils envoient une lettre au mari. Je vous lis la lettre. Donc, c'est le général Depellieux qui l'envoie. Monsieur, donc c'est Monsieur Monnier. Madame Monnier, elle est terrible de perversion, je trouve, cette lettre. Madame Monnier vient de se présenter chez moi pour se plaindre qu'un officier du gouvernement de Paris eût été prendre à son domicile des renseignements sur elle. Je lui ai manifesté mon étonnement de sa démarche inconsidérée. Elle m'a fait connaître alors qu'elle la faisait auprès de moi parce que j'avais été mêlé à l'affaire et qu'elle était la parente et l'amie de Monsieur Picard. J'estime, monsieur, que j'ai droit, au sujet de cette visite à laquelle je ne pouvais m'attendre, à des explications de votre part. Et je vous serais reconnaissant de vouloir bien me les fournir, soit verbalement, soit par écrit. J'ajouterai encore que si je ne recevais pas de réponse, je serais en droit de considérer comme fondés les bruits qui ont couru et courent encore sur le rôle de Madame Monnier dans ce qu'elle appelle l'affaire.
Et donc là, le mari vient bien évidemment au rendez-vous, et là on lui sort tous les rapports qui montrent que la relation adultère vient de reprendre. Et le mari, effectivement, demande le divorce. L'adultère, pour cette catholique fervente, était une horreur, le divorce, c'est définitivement l'enfer. Et ce jour-là, à partir de ce moment-là, Picard passe à l'action. Et là, effectivement, pour la première fois, il va tout révéler et il va devenir le héros de l'affaire. Je trouve cette histoire beaucoup plus intéressante, personnellement, que celle du film de Polanski. Voilà. Alors, ça n'a pas été un lanceur d'alerte, parce qu'effectivement, l'information, il l'a gardée. Mais des lanceurs d'alerte, il y en a eu 3. Le premier, c'est lui. On ne l'a pas vu dans le film. C'est August Schorr-Kessner. August Schorr-Kessner est à la fin de sa vie, il est très malade, il va mourir d'ailleurs très peu de temps après, il n'ira pas jusqu'au bout de l'affaire Dreyfus, et il sait très bien en fait qu'il ruine sa carrière en faisant ça. Il va avoir ce courage d'aller dire qu'il a les preuves qu'il ne pourra jamais montrer, et il est clair que sans son action, l'affaire Dreyfus n'aurait certainement pas été la même. Il y a un autre, bien évidemment, lanceur d'alerte, et ce lanceur d'alerte, c'est Bernard Lazare. Celui qui est mort même probablement de l'affaire Dreyfus et qui, à partir du moment où il a eu cette révélation que l'affaire était une affaire antisémitique avant tout, son rôle à lui était effectivement de prendre la parole. Et puis il y en a un autre dont on parle jamais, puis j'aimerais finir sur lui parce qu'il faut en parler, il est intéressant. C'est ce militaire qui est le commandant Forzinetti. Le commandant Forzinetti, si vous ne le connaissez pas, mais je pense que vous le connaissez, c'est le gardien de prison, c'est le directeur du Cherche-Midi, et c'est lui qui a eu Dreyfus sous sa garde en 1894. Et au bout de quelques jours, il a compris que celui dont il avait la garde ne pouvait pas être le traître. Et il va avoir ce courage absolument extraordinaire qui sera de détourner un certain nombre de documents pour les donner à la famille Dreyfus. Il les donnera à Mathieu. C'est ce qui permettra à Bernard Lazare de faire sa brochure en disant « ce sera sûrement utile un jour ». Et donc il détourne comme ça une copie du bordereau, enfin une recopie du bordereau, il détourne l'acte d'accusation contre Dreyfus, annoté par Dreyfus d'ailleurs, etc., etc. Et il aura même le courage, parce qu'il va devenir ami avec Bernard Lazare après, d'aller voir toutes les rédactions des journaux pour témoigner, et il y va en uniforme en plus, et ce qui fait bien évidemment, vous l'imaginez, qu'assez rapidement on le sortira de l'armée. Donc ce film est un film absolument extraordinaire, moi je trouve, il est très très beau, mais il a quand même un vrai mérite, et même s'il est historiquement un peu problématique, et que moi il me pose le problème d'être devenu une sorte de référence qui permet de plus faire court aujourd'hui, mais il a vraiment un vrai mérite, et finalement tout film ou presque qui sort sur l'affaire a ce mérite-là aussi, c'est tout simplement de faire qu'on ne l'oublie pas, cette affaire. Maintenant, ce qui sera important aussi, c'est de redonner, mais je pense que là, c'est le mage qui s'en occupe maintenant, de redonner à Dreyfus la place qui est la sienne, et je sais pas, j'ai le sentiment, et en tout cas l'espoir, mais il devient un sentiment, cet espoir réellement, que l'exposition qu'il y a là, puis que tout ce qui se passe là autour va y aider quand même considérablement. Voilà, je vous remercie. On discute ? Pardon ? Il est tard, j'en sais rien. J'ai pas notion de l'heure. Oui, on peut aller jusqu'à 18h30. Jusqu'à 18h30. Si, comme ça, on vous entend dans la vidéo. Bon. Philippe, je voudrais te demander quand même, penses-tu qu'il est nécessaire, ou du moins judicieux, d'utiliser encore ce film auprès des scolaires ? J'en sais rien, mais peut-être finalement, parce qu'en fait, il est vraiment très bien fait, ce film-là, puis il correspond à des codes qui sont des codes aussi très blockbuster, et qui plaisent à un jeune public. Donc si déjà ça leur permet, c'est une première étape, mais déjà si ça permet d'entrer dans l'affaire et de comprendre, voilà. Moi, il y a une image qui me choquait un peu, parce qu'en fait, elle est très polanskienne, c'est l'image de la nuit de cristal. C'est complètement délirant, cette image.
Et en plus, là, on voit encore que les antisémites, c'est comme ceux qui viennent faire des croix gammées dans mon musée. Là, je veux absolument les réunir un jour, leur faire un cours pour qu'ils apprennent à les faire à l'endroit, quoi. Et là, c'est pareil. Enfin, ils marquent mort aux Juifs, puis après, ils cassent la vitre. Ça sert à rien de l'avoir écrit. Enfin, je sais pas, fallait le mettre sur le mur. Ils sont stupides. Mais voilà, ça déjà, ça a une utilité. Et si après, ça peut servir de base à un collègue après pour arriver à faire court et à replacer un certain nombre de choses. Parce que ce qui est dommage, c'est que toute la mobilisation, on la voit pas. Ce qui s'est passé, on le voit pas. Et enfin voilà, maintenant après, peut-être que ça peut donner de l'espoir à certains et de leur montrer qu'on peut être antisémite et puis peut-être devenir quelqu'un de fréquentable après aussi, je sais pas. mais je pense que le Boisset est plus intéressant à cet égard, hein, quand même. Mais bon, le Boisset, il a tellement vieilli. C'est incroyable. Et non, je trouve que le plus intéressant à regarder, puisqu'il est parmi nous, c'est le documentaire extraordinaire de Robert Bobert. Justement, Et justement, Robert Bobert. On vient de me donner le micro. Je voulais savoir, est-ce que les journaux brûlés, est-ce qu'ils ont vraiment été brûlés à cette époque, ou est-ce que Polanski n'a pas fait exprès de renvoyer aux journaux brûlés dans les années 30? Bien évidemment. Alors après, il y a eu, faut lire le livre de Birnbaum, le moment antisémite, Tour de France, etc., où il a fait un relevé de toutes les archives départementales, et on voit ces manifestations constantes, etc., etc. Voilà, mais il y a peut-être eu quelques autodafés, mais c'est pas celui-là là qui ressemble à celui de Nuremberg. Et après, c'est surtout ces brochures qui étaient renvoyées au Dreyfusard avec des commentaires, ou alors ce qui arrivait à Schorr Kessner, qui recevait son papier recouvert de merde quasiment quotidiennement, etc., etc. Mais en fait, cette scène, elle est effectivement très... C'est pour ça que je disais qu'elle est très polanskienne. Je pense qu'il y a un vrai souvenir de quelque chose que lui-même a vécu, quoi. Y compris l'étoile jaune qu'on voit dessiner. Oui, mais non, mais ça, c'est pas sérieux. L'étoile jaune qu'on a dessinée, ça, c'est absolument impossible. Ça, c'est d'un anachronisme terrible. Sur la vitrine, ouais. Mais bon, à la limite, peu importe, parce que historiquement, ça tient pas la route, mais l'image est frappante. Et puis, je pense que c'est ça aussi, parfois, le cinéma. Non, je sais pas, mais vous êtes mieux placé que moi, Monsieur Bobert, pour le dire. Mais le cinéma a besoin aussi d'aller vite de temps en temps. Et là, du coup, l'image est vraiment frappante, quoi. C'est vrai, quand on voit ça, c'est assez terrible, assez insupportable à regarder, donc c'est aussi pas inefficace. Bon, et le cinéma est pas forcément là pour dire l'histoire. Ce qui est embêtant, c'est quand il dit qu'il dit l'histoire, mais bon. C'est peut-être une question... C'est peut-être une question d'une ignare, mais du point de vue cinématographique. Mais vous avez parlé de Bernard Lazare. Pourquoi il n'y a pas la mention de Bernard Lazare à un moment? Voilà. Mais pourquoi je peux faire une liste de noms et on va tenir jusqu'à minuit. Il manque absolument tout le monde, voilà. Mais c'est parce que l'idée, c'était pas ça. Après, on peut comprendre. C'est par rapport à l'angle choisi aussi. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'être du côté de l'état-major et de voir. Et c'est l'état-major qui sert de lien tout le temps. C'est l'état-major qui découvre le J'accuse. Il y a Picard qui découvre le J'accuse au moment où il sort, qui est une vraie scène d'ailleurs. C'est vraiment passé comme ça c'est vraiment authentique. Il découvre le J'accuse le matin où il est arrêté. Et puis voilà. Et vous avez vu, il y a cette réunion. Le but de la réunion là qui nous permet de comprendre que Picard est l'inspirateur de J'accuse, c'est le moment où on va voir. Enfin, c'est pas possible que Joseph Reinach n'apparaisse que 10 secondes à l'écran. Il est quand même absolument central. C'est pas possible que Mathieu Dreyfus n'apparaisse pas, etc., etc. Mais voilà, parce que on nous raconte une autre histoire. Et moi, je me demande toujours pourquoi il y a cette dernière scène. J'aimerais bien trouver la réponse un jour. Pourquoi et s'il y a cette dernière scène? Non, mais voilà, c'est pas l'idée. Et c'est pareil, hein, quand on voit le film de Boisset, on essaye d'en faire un peu plus, mais il n'y a pas grand-chose. Après, c'est pour ça que je pense que 8 épisodes de 52 minutes serait pas mal. Parce qu'elle est vraiment... Enfin, si on veut vraiment aller jusqu'au bout des choses, voilà, l'idée, c'est pas de faire la série historique, mais en tout cas faire une série qui ne soit pas ahistorique, oui. Non, ce serait une fiction, bien évidemment. Voilà, mais ce serait une fiction qui reposerait sur l'histoire. Oui.
Ouais, bien sûr, mais qui est intéressant. Hein. Une question. Non, mais l'idée, ne serait pas de faire un documentaire. Ouais. Juste une question. Oui, je pensais. Enfin, il y aurait plusieurs choses à dire. Parmi les gens qu'on ne voit pas non plus, enfin, on les voit, mais il y a Maître Demange, qui a été vraiment. Enfin, bien. Vous avez dit que les choses étaient. Les passages étaient authentiques, simplement mis un peu en raccourci. Mais est-ce que, parce que j'ai pas le souvenir quand on lit la sténographie du procès Zola, comme elle a été faite très complètement, que Picard se soit exprimé aussi héroïquement qu'on le voit dans le film. Elle existe cette sortie, mais pas du tout de la même manière en fait. Oui. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est quand on voit justement la sténographie du procès. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais qu'on peut compléter, c'est que Picard passe son temps à ne pas dire. Voilà. Il y a un moment où effectivement il va faire cette sortie-là, il va parler du faux aussi, à propos du faux Henri, alors qu'on lui a pas montré de cette manière-là, etc. Ça s'est jamais passé comme ça. Mais voilà, et qui est intéressant encore une fois, même le Henri mort et toute l'histoire de la collusion, comme c'est Marcel Thomas, le premier en 61, qui avait parlé de ça, qui est intéressante. C'est la manière dont l'état-major a protégé Esterhazy aussi. Parce que là, on le voit pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de pas s'occuper d'Esterhazy, c'est tout ce qu'on voit. Mais en fait, c'est complètement... Là aujourd'hui, tout ce qu'on a retrouvé est complètement fou. C'est-à-dire qu'il y a toute une organisation qui est faite pour protéger Esterhazy. Gons et Dupaty-Clam et Henri lui dictent des lettres qui sont envoyées au ministre de la Guerre parce que Biot, il est pas prêt à s'investir à ce moment-là et ils ont peur qu'ils ne suivent pas. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé les souvenirs inédits de son attaché d'ordonnance qui explique qu'un jour Biot l'a convoqué en lui disant il est effondré, quoi, il est en chemise de nuit sur son lit et Biot dit à son attaché, à son officier d'ordonnance ça fait 1 mois en fait que je ne dors plus, ça fait 1 mois que ma conscience est entre rendre la justice et sauver l'armée, je vais sauver l'armée. Voilà. Et en fait, ils vont le protéger. Voilà, même le procès Zola, c'est Henri Mitterrand qui avait trouvé ça absolument incroyable. On a retrouvé tout un dossier chez le président du jury avec des lettres de Gons, de Boisdèvre, de tout le monde qui lui promettent que son fils qui vient d'être à l'armée sera rapproché de Paris. Enfin, c'est absolument incroyable. Sur le procès Esterhazy, toutes les questions à poser, à ne pas poser. À celui-là, faut pas poser cette question. À celui-là, faut poser cette question, etc. Et en fait, tout est absolument... Voilà. Et vous savez, la vraie raison qui était intéressante, c'est le truc que j'explique quand je fais les visites au musée Dreyfus, là. C'est qu'en fait, obtenir l'acquittement d'Esterhazy, c'était finir l'affaire Dreyfus une fois pour toutes. C'était ça qui est intéressant, puisqu'on ne peut pas réviser un acquittement. Donc en fait, l'idée, voilà. Et c'est pour ça que Zola fait son J'accuse, qui méritera un vrai film qui s'appelle J'accuse. Parce que l'idée, c'est qu'il va permettre de rouvrir aux civils l'affaire qui a été fermée aux militaires, quoi. Et ça, c'est intéressant. Non, mais effectivement, il y a des impasses, mais ça, c'est normal, il y en aura toujours. Après, moi, je me souviens, je discutais avec Michel Drouin quand est sorti Le Boisset, Michel Drouin qui nous a quittés aujourd'hui et qui était scandalisé parce qu'à un moment, il y a une phrase que dit Léon Blum, mais en fait, c'est Jaurès. Mais je lui disais, mais ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'on entende la phrase, que ce soit Léon Blum ou Jaurès, peu importe, c'est pas ça. Là, c'est plus problématique, je trouve, parce que là, on est dans une autre histoire. Maintenant, après, c'est une très belle hagiographie, mais c'est un peu une vie de saint. Comme le livre de Pressensé, voilà. Et il y a une vraie stratégie qui est intéressante. Vous voyez, quand vous vous abonniez au Siècle à l'époque, si vous vous abonniez à ce moment-là, vous pouviez avoir une photographie de Picard et il était ajouté d'une extraordinaire ressemblance. Ce qui est bien pour une photographie. Merci Philippe. Je crois qu'on va peut-être s'arrêter là. Je pense qu'on a eu un magnifique exemple d'exercice d'historiographie, de travail de recherche à travers ce que tu nous en as dit. C'était passionnant et magnifique, je crois. Donc encore vraiment merci. Merci. À bientôt.